Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. Donc, je suis Daniel Kaplan, je suis cofondateur d'une petite organisation qui s'appelle le Réseau Université de la Pluralité, qui est une association basée à Paris, qui a des membres un peu partout dans le monde et qui se consacre à utiliser des formes artistiques et fictionnelles pour aider les personnes concernées à imaginer des futurs dont elles sont actrices. Je vais vous présenter aujourd'hui un exemple d'un projet dans lequel on a essayé de faire ça, qui s'appelait Citadins, Citadines 2050, dont nous avons présenté les conclusions il y a tout juste un an, au début 2025. Et peut-être pour vous donner un tout petit début de contexte, à cette époque-là, plusieurs territoires, en particulier Paris, le département du 93, qui fait partie des partenaires de ce projet, avaient mené des travaux assez intéressants de réflexion sur l'adaptation de leur territoire au changement climatique et aux différents dérèglements écologiques. Y compris avec des formes artistiques, avec des ateliers d'écriture, avec des étudiants, des étudiantes en archi, avec toutes sortes de choses très très bien. Et on avait juste une question qu'on leur a posée en connaissant à peu près la réponse, qui était de dire c'était chouette, c'était participatif, tout ça, mais est-ce que c'était pas un peu toujours les mêmes qui participaient? Ils nous ont dit bah oui, ce qui était pas étonnant parce que c'est des choses qu'on sait dans beaucoup d'opérations également de démocratie participative. Et donc Citadins Citadines s'est focalisé sur la question autour de ces fameux nouveaux récits dans lesquels on va essayer d'associer les gens pour imaginer des territoires de demain. Allons chercher les personnes qui n'y viennent pas facilement parce qu'elles ne se sentent pas invitées, parce que c'est pas les endroits où c'est pas les choses qu'ils ont dans leur radar, parce qu'elles ont du mal à se penser légitimes, parce qu'on leur dit souvent ou on leur laisse entendre qu'elles ne le sont pas et qu'elles n'ont pas grand-chose à dire. Et donc, on a sur 3 territoires, donc Marseille, le 93 et Paris, travaillé avec des petits groupes, hein, mais d'une part de personnes en situation de vulnérabilité sociale, voire parfois administrative, et d'autre part avec des agents de terrain. Là, je vais me focaliser sur ce qu'on a fait avec des personnes en galère sociale. Et pour vous donner un avant-goût rapide de ce qui a été produit, on a travaillé avec sous des formes artistiques et avec des artistes différents. Ici, vous avez simplement une restitution très très simple, très synthétique de ce qu'ont imaginé les Marseillais. Donc, c'était des habitants, des habitantes, si vous connaissez Marseille, de 2 quartiers à la fois très centraux, très denses, très populaires, à très forte population immigrée ou deuxième, troisième génération, à Noailles-Belzins. Et donc ça, c'est le menu d'un banquet de la Renaissance imaginé, donc, qui a lieu le 21 novembre 2050. Et donc les habitants et les habitantes ont imaginé à la fois l'occasion qui faisait qu'on se réunissait, qui était une nouvelle catastrophe climatique qui rendait difficile de rester chez soi, qui obligeait de se retrouver. Donc c'était un banquet qui se passe en sous-sol, qui est organisé par une association dont on connaît un peu l'histoire, qui s'appelle Cœur de Fruits, et dans laquelle tout le monde a amené à la fois des savoir-faire, une capacité à cuisiner. Donc on se remet ensemble et on se redonne un peu de force et de résilience ensemble, en mangeant ensemble, à l'abri de la catastrophe, mais en mangeant des choses, comme vous le voyez, je ne vais pas le décrire, des choses dont on peut avoir aujourd'hui, en tout cas, plus ou moins envie, mais qui disent aussi de plein de manières les conditions de vie. Voilà, on a des coquillages qui ont cet avantage d'être cuits directement dans la mer. On n'a pas besoin de les faire chauffer, mais bon, évidemment, il ne faut pas les garder trop longtemps. On a des fruits mutants, on a plus beaucoup de poissons parce que les méduses les ont à peu près tous remplacés, ce qui est déjà à peu près le cas selon les habitants et les habitantes à Marseille. Évidemment, plus de viande remplacée par des choses ou pas. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais voilà une production de ce groupe. Et donc le projet, là vous avez une photo, on a travaillé notamment avec une photographe
qui s'appelait, je vais retrouver, Aurore Valade, qui fait organiser des sortes de photos mises en scène, mais mises en scène par les personnes concernées, entre autres. Donc le projet, c'était ça, un travail de prospective créative avec ces 5 groupes. Je vais vous décrire rapidement la démarche, et puis Christophe, on passera la vidéo d'1 minute 30 qui vous donnera un petit peu un exemple ou quelques indications, quelques images de ce à quoi ça ressemblait. Donc, typiquement, ces groupes-là, qui ont été réunis toujours avec le soutien de partenaires locaux, ici c'était une régie de quartier, en fait une association d'insertion, qui s'appelle la Régie de quartier dans les Belzins, et qui fait toutes sortes de choses, depuis des formations jusqu'à des petits déjeuners 2 fois par semaine pour les gens qui n'ont pas ce petit déjeuner, et qui a donc proposé à son public de nous rejoindre pour ces 4 ateliers d'une demi-journée, donc ce n'était pas un tout petit engagement. On a fait ça avec une épicerie solidaire à Noisy-le-Sec dans le 93 et avec une association qui s'appelle Plus Loin, qui veut faire du théâtre à des jeunes de quartiers populaires dans le 20e arrondissement de Paris et dans les communes limitrophes, Bagnolet, Montreuil notamment. Qu'est-ce qui se passait dans ces ateliers? Premier atelier, c'était nous qui le pilotions, nous, Université de la Pluralité. On faisait travailler les personnes à la fois sur leur relation au futur, par un jeu, une sorte de débat mouvant où on leur posait des questions qui étaient assez floues, parce que comme ça, ils nous en posaient d'autres. Ensuite, on demandait aux gens de nous parler de leur expérience du changement climatique. Et on avait, parce qu'on n'était pas sûr de nous, on avait préparé plein de petites fiches sur les questions climatiques dont on n'a à peu près pas eu besoin du tout, parce que l'un des premiers enseignements de ce projet-là, c'est que avec des publics dont nous-mêmes pensions que peut-être ce ne serait pas forcément facile, parce que peut-être qu'ils allaient nous dire, écoutez, vous êtes gentils avec le climat, tout ça, mais nous, on a tellement de problèmes au quotidien que ce n'est pas des choses auxquelles on pense. Et puis le futur encore moins. En fait, c'était extraordinairement facile de les faire travailler sur le futur. L'attitude que les personnes avaient vis-à-vis du futur avait pas grand-chose à voir avec leur expérience du quotidien, même si leur quotidien était très galère, ça pouvait vouloir dire, ça pouvait s'accompagner d'une attitude plutôt défiante vis-à-vis du futur, mais souvent pas du tout. Au contraire, ça pouvait s'accompagner d'une immense confiance vis-à-vis du futur, et en tout cas d'un plaisir d'en parler. Et sur la question du changement climatique, quand on a posé la question aux gens, racontez-nous des expériences que vous associez au changement climatique, tout le monde en avait, ce qui veut dire quand même que, alors c'est peut-être pas à vous qu'il faut le dire, mais à pas mal d'autres personnes, la question, le changement climatique, le dérèglement climatique, c'est pas un truc de demain, c'est un truc d'aujourd'hui, c'est un truc vécu. Mais ce qui était peut-être plus important, c'est que les personnes avaient des choses assez différentes à dire. C'est pas juste qu'il fait chaud. C'est aussi la 3e pluie diluvienne sur le vieux port de Marseille. C'est aussi justement les méduses qui remplacent les poissons. C'est aussi les moustiques tigres. C'est aussi le changement des rythmes saisonniers qui ont des impacts sur les cultures. C'est aussi pour des personnes qui venaient par exemple du Sénégal, le retrait du trait de côte. C'est-à-dire que non tout seulement l'existence du dérèglement climatique est connue et que son caractère systémique l'est aussi, qu'on n'avait aucun besoin de faire un travail d'éducation, d'information, etc. Les 2 ateliers suivants étaient, eux, entièrement pilotés par des artistes, et on pourra en reparler plus tard, mais c'est pour nous tout à fait essentiel quand on fait travailler sur le futur avec des approches artistiques, de donner comme contrainte d'abord la contrainte artistique, c'est-à-dire une contrainte de qualité, une contrainte de cohérence narrative si on travaille sur de la narration ou sur du théâtre dans le cas de Paris, une contrainte de laisser aller l'imagination aussi loin qu'elle le peut et vraiment de se préoccuper d'être fier au fond de ce qu'on va présenter à la fin, parce qu'on va le présenter devant des publics, et donc de donner la main aux artistes, et des artistes qui sont évidemment choisis parce qu'ils ou elles ont la capacité et le goût de faire créer les autres.
Donc c'était les terrains sculptrices et on balade le photographe à Marseille, c'était Katie Stewart à Paris, enfin à Noisy-le-Sec, pardon, et sur Paris, donc cette association plus loin, avec un directeur artistique qui s'appelle Johan Abiola. Et donc voilà, ils ont créé pour les uns donc le menu, mais en fait vous le verrez, ils ont créé en fait les aliments, ils ont sculpté les aliments avec Juliette, ils ont pris les photos des situations autour de ce repas, ça sur Marseille, sur les autres, ils ont raconté des histoires, créé des pièces. Et dans le dernier atelier, en fait, on les met en position de regarder un peu de l'extérieur leur propre création pour se dire mais qu'est-ce qu'on a dit dedans, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qu'est-ce que ça nous amène à dire sur la question de notre territoire en 2050 et de son adaptation entre maintenant et 2050 au dérèglement climatique. Et qu'est-ce que ça nous apporte à nous d'avoir travaillé sur le futur. Peut-être je vais arrêter le partage là pour que tu puisses passer la petite vidéo. Et si vous pensez que le futur sera plutôt moins bon qu'aujourd'hui, vous vous déplacez par là. Bon, plutôt moins bon dans cette direction-là, et vous pouvez aller loin, et plutôt mieux qu'aujourd'hui dans cette direction-là. Il espère que... J'espère que le meilleur, c'est mieux qu'aujourd'hui. Si je parle au monde global, en France, dans ma largeur, je suis un peu pessimiste. Le téléphone, le PC portable, l'ordinateur. Maintenant, quand on va faire nos courses, les caisses. Quand on va faire acheter des vêtements, les caisses. Je sais pas si on se rend compte, mais... Et en gros, il y a une délimitation de ouf. Tu vois, il y a le monde pareil, c'est comme un deuxième monde. Où, genre, ils sont pas du tout autonomes, justement. Et ils sont... Genre, tout est... Donner plusieurs autres possibilités. Vous allez commencer par nous présenter. Allez. Fruits, mûrs et gelée au milieu. Ah, ok. Ça, là, c'est la gelée et ça a un goût de vin. Je sais qu'elle pollue, mais je dois avoir de l'oseille pour nourrir ma famille, mais je vais travailler quand même dans cette grande entreprise-là. Donc c'est bien d'avoir cette conscience-là, de se dire oui, il faut aider la terre, tout ça, mais la vie, c'est pas un jeu, tu vois. Derrière, il y a les parents et les Ça va se passer comme on l'a imaginé ou pas. Il est super ce petit film. Beaucoup plus court que le long film. Et il est beaucoup plus court que le long film, mais le long film, si vous avez le temps, donc c'est Sarah Olacheregui qui l'a réalisé, il fait 58 minutes, mais c'est aussi la marque du fait qu'elle s'est passionnée pour le projet, donc on va pas lui reprocher, enfin pas moi. Et en fait, elle a une capacité à filmer les gens qui est incroyable, donc c'est un très beau film. Mais oui, bon, c'est 50 minutes. C'est très beau. Donc, il est accessible sur le site comme tout le reste. Très rapidement, qu'est-ce qui ressort de ça? Donc, voilà, les 5 futurs. Donc, Marseille, voilà, on s'est raconté ça. Mais derrière, il y avait aussi des questions très intéressantes qui ressortaient sur, en gros, cette association Cœur de Fruits. C'était même son histoire. Elle s'était organisée pour aider les personnes de ces quartiers-là à se débrouiller face aux conséquences du changement climatique. Dans l'idée que les institutions, elles pouvaient déjà pas grand-chose et que si elles pouvaient quelque chose, ce ne serait pas directement pas en priorité pour eux. Et donc, il fallait se débrouiller, qu'ensuite, l'association s'était beaucoup posé des questions. Est-ce qu'il faut que, quand même, on aille revendiquer ou est-ce que juste on s'occupe de travailler ensemble et de s'entraider et que c'était vraiment l'un des débats et elle s'est à des moments déchirée, rassemblée, etc. autour de ça. À Noisy-le-Sec, les habitants, les habitantes ont imaginé plutôt des situations très quotidiennes et avec une question pas très loin, mais quand même. En gros, c'est des situations avec énormément d'entraide, plutôt genre on s'aide pour les courses, on va prendre soin des uns et des autres, on va faire un certain nombre de choses et notamment cultiver des aliments ou aller s'occuper de l'eau, de choses comme ça ensemble. Mais est-ce que ça suffit pour être bien? Et pour rester dans cet endroit qu'on aime. Je passe sur les agents, sur Paris, la pièce de théâtre
de Paris au milieu. C'est à peu près la seule histoire, ou les seules histoires assez directement dystopiques qu'on ait eues, où en gros, Paris est devenu, les trois groupes sont arrivés à peu près à la même idée, bon, qui vient beaucoup de la science-fiction, mais le centre de Paris est devenu une bulle à peu près protégée, dans laquelle on peut à peu près vivre correctement, entouré de différents cercles de l'enfer, si on pourrait dire, de personnes qui, elles, vivent très mal, très peu protégées, dans des conditions de sécurité et des conditions sanitaires assez déplorables, au service de la ville-cœur. Et donc, on fait comme on peut et on se pose la question, est-ce qu'on est complice, est-ce qu'on se bagarre, voilà. Peut-être quelques idées assez rapides. La première, à nouveau, c'est que pour tous ces publics-là, c'est parfaitement clair que le dérèglement climatique redéfinit tous les aspects de la vie et les perspectives et le quotidien. Et quand on dit tous les aspects, ce qui est évident, alors ce sont des personnes pour lesquelles c'est sans doute plus évident que pour d'autres, que les questions écologiques et les questions sociales ne sont l'idée de les dissocier ne leur passe même pas à l'esprit. Et eux le vivent déjà, eux savent déjà que les endroits où ils habitent sont beaucoup plus invivables que d'autres quand il fait très chaud. Eux ont déjà pu vivre des manques d'eau, de produits essentiels, savent déjà ce que c'est que d'avoir du mal à aller trouver l'hôpital ou le professionnel de santé dont on a besoin, etc. Deuxième idée importante, face à ça, on compte sur soi-même, pas tout seul, sur un soi-même collectif qui n'est pas non plus la famille, qui est vraiment le quartier, l'immeuble, une famille élargie avec des amis, ou les collègues, etc. Donc c'est très collectif, très horizontal, et on pense peut-être après, de temps en temps, aux institutions, mais pas souvent, pas spontanément. Et pas de manière adversariale en général, sauf pour les Parisiens, pour lesquels les institutions c'était les flics quand même, mais pour les autres, plutôt en disant, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, quoi. Quelque chose comme ça. Donc on aimerait bien que les institutions publiques soient en capacité de faire, mais on n'y croit pas trop, quelque chose comme ça. Voilà, je passe assez rapidement. Et puis peut-être un dernier point qui ressort très fortement sur le travail. Qu'est-ce que c'est que le travail? Et sur l'idée que, en fait, on a un temps qui reste un temps contraint, mais dans lequel il y a plein de contraintes différentes. Il y a des contraintes parce que il suffit pas d'aller au magasin pour avoir de quoi manger. Donc il faut s'occuper il y a toute une série de tâches de subsistance qu'on a besoin de faire, parfois tout seul, parfois voilà, quand c'est son tour. Il y a des tâches de soins des autres, ses parents, mais ses voisins, ou des gens qui sont juste empêchés à un moment ou à un autre. Il y a toute une série de communs, peut-être, je ne sais pas quoi, une ressource alimentaire en eau, en énergie ou d'autres choses sur lesquelles il faut qu'on prenne notre part. On a des choses collectives à faire ensemble. Et puis, on a éventuellement un travail salarié. Tout ça, en fait, c'est du travail. Et c'est du travail prescrit, donc des questions autour de ça. Et je termine là-dessus. Sur un peu les 7 enseignements que nous, on en a tirés. Le premier, c'est que oui, c'est possible d'aller chercher une participation beaucoup plus inclusive à des questions qui paraissent pourtant complexes, prospectives, techniques, etc., en faisant confiance aux personnes et en s'appuyant sur ce qu'on a appelé la conscience partagée des changements à venir, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin de faire de la sensibilisation. Il y a besoin d'associer les gens parce qu'ils ont l'impression que tous ces sujets-là sont traités par des gens très experts en leur nom et sans eux, mais il n'y a pas besoin de leur dire que ça existe, le dérèglement climatique, y compris pour des personnes qui nous disaient « Non, mais c'est quand même que… » En fait, ça m'a étonné parce que j'en parle jamais, on en parle rarement avec nos amis, c'est pas un sujet de conversation, on en a d'autres, et pourtant, je savais tout ça, et pourtant, en fait, je me suis aperçu que ça me pesait parfois sur le moral, parce que je me rendais bien compte que ça dégradait soit mon quotidien, soit un certain nombre de perspectives. Et donc, c'est là, c'est présent, et la question de comment on peut aider éventuellement les gens à incorporer ça
mais en leur faisant à nouveau confiance. Donc, lier l'écologique et le social à nouveau, évidemment, c'est pas un discours complètement nouveau, mais pour eux, c'est le plus étonnant, c'est que des gens aient pu de temps en temps les séparer. Quatrième sujet pour les territoires, il y a beaucoup de plans catastrophes et de toute une série de choses très techniques, très justifiées. Mais ce qui ressort de ces histoires, c'est que la résilience, c'est d'abord une affaire sociale, c'est d'abord une affaire de lien. Et qu'ensuite, les moyens techniques peuvent rentrer en ligne de compte et qu'à nouveau, on s'organise plutôt pour ne pas en avoir besoin parce qu'on n'est jamais trop sûr. Donc, les institutions ne peuvent pas grand-chose toutes seules. Et puis peut-être le septième enseignement à nouveau, qui est cette importance pour se raconter quelque chose d'une adaptation à des situations, à des circonstances qui seront objectivement plus difficiles que celles que les circonstances présentes. C'est là le sujet de l'alimentation et associé ou pas le sujet de la fête, des rituels, de ce qu'on fait ensemble, peuvent fonder un récit attractif. C'est peut-être un grand mot, c'est comme si c'était trop cool le changement climatique, c'est pas ça. C'est un récit dans lequel dans des circonstances globalement difficiles, on est capable de construire une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et étonnamment, c'est en fait ce que déjà les personnes qu'on avait dans nos groupes ont vécu dans leur vie de jeunes adultes ou d'adultes tout court. Voilà, et je vous signale, si ça vous intéresse, parce qu'on est sur des sujets assez proches, mais ça je ne vais pas les décrire, 2 autres projets dont les résultats sont disponibles peuvent vous intéresser en tant que shifter. On a présenté en début d'année là les résultats d'un travail qui s'appelle What the Futures sur ce que les jeunes dans 54 projets, tous assez créatifs, artistiques souvent, dans 29 pays, racontent de leur vision des futurs climatiques. Et sur le sujet de l'entreprise, avec du climat dedans, mais pas seulement, dans l'entreprise de demain, un travail qui s'appelle l'entreprise qui vient un peu plus ancien, toujours fait avec des artistes et des personnes en entreprise, qui ont produit 10 archétypes d'entreprises de 2050, notamment sur la manière dont elles abordent les questions écologiques. Voilà. Waouh, un grand merci. Franchement, c'est super. Merci beaucoup. On peut tous rallumer nos caméras. Je vous invite à faire ça, les amis. Et je vais commencer avec une question. Tu parles des principaux enseignements à la fin. Est-ce que c'est essentiellement des choses qui apparaissent dans le 4e atelier ou est-ce que ça vient après dans un bilan parce que justement, ça a l'air d'être un peu méta, le 4e atelier. Alors ça, c'est notre bilan à nous. Il y a des choses qui ont été apprises un peu partout. C'est-à-dire, par exemple, le fait de s'apercevoir que tous nos participants, quelle que soit leur situation, étaient parfaitement au courant des questions climatiques, et y compris du caractère assez systémique du sujet. Ça, c'était vraiment une des surprises du début. C'était dans ces ateliers où les premières secondes là, de la vidéo de Sarah, où les gens nous racontaient des circonstances, des choses vécues. Donc ça, c'était quelque part, nous, on s'était un peu armés en se disant, est-ce qu'on va on va peut-être devoir ramer à contre-courant face à des gens qui nous disent, écoute, t'es gentil, mais c'est pas mon sujet. Et c'est vraiment pas du tout ça qui s'est passé. C'était plutôt des gens qui nous disaient, mais ça me fait plaisir de pouvoir parler de ces trucs-là. Voilà, on a appris quelque chose ensemble. Ou plutôt, on s'est aperçu qu'on savait des choses et ensuite, ça permettait évidemment de construire derrière. Donc non, les enseignements, ils viennent d'un peu partout. Ce qui s'est produit dans le 4e atelier, c'était parfois de mettre ces choses-là en forme, justement. Parfois aussi, on testait, on vérifiait un certain nombre d'intuitions, mais beaucoup des choses sont... Les questions sur la fête, sur l'alimentation, ça c'est vraiment venu à la fois de la création elle-même et puis derrière, justement, de leur regard sur leur création. Je me souviens, quand on a commencé à parler de cette présentation, Daniel, que tu me disais qu'il y avait une volonté de donner la parole à des gens qui ne l'ont pas beaucoup. Et oui. J'ai l'impression de ne pas l'avoir beaucoup entendu dans ta présentation. Est-ce que tu peux en reparler? Parce que c'était le point de départ, parce que les personnes qu'on avait là
c'était exactement ces personnes-là. C'était des bénéficiaires de la régie de quartier, c'est-à-dire donc des gens qui, entre autres, on voyait venir 2 fois par semaine juste pour pouvoir avoir un croissant le matin. C'était des bénéficiaires de l'épicerie solidaire, donc qui sont des personnes là, l'épicerie solidaire à Noisy-le-Sec, c'est des personnes qui commencent à être capables financièrement d'aller faire des courses si c'est à des prix un petit peu en dessous, et qui vont donc à cet endroit dans lequel il y a à la fois une épicerie vraiment pas chère, et puis des cours, et puis une assistante sociale, et puis l'accès à des cours de français, etc. Donc on est vraiment justement sur des publics de personnes en situation socialement vulnérable. Et quand je disais administrative, c'est qu'on en avait quelques-unes qui étaient sous OQTF. Et qui donc, pour toute une série de raisons, mais en général parce que quand on va dans un débat public ou un truc prospectif, il y a toute une série de codes sociaux qu'on est censé respecter. Il faut savoir articuler une parole bien structurée, discuter avec des experts qui vous laissent quand même bien penser que vous ne savez pas ce qu'il faut, etc. Donc, c'est des personnes qui jamais n'iraient dans un dispositif de démocratie participative ou de prospective. Et qui donc là, voilà, se sont montrés capables de le faire sans marche à l'entrée en réalité. Donc, c'était le recrutement de base des groupes. Ah ouais, trop bien. Ouais, bravo, hein, franchement, d'être allé au bout du truc, c'est super. En fait, le truc, c'est que c'était facile en réalité, justement. Ce que je pense qu'on a montré, c'est que nous-mêmes, on s'en faisait une montagne, et tout le monde s'en fait une montagne. Et qu'en réalité, c'était pas si difficile. Il faut créer les conditions, mais que ces conditions sont pas si compliquées à créer, et qu'il y a sur le terrain en plus, on est toujours passé par des gens qui avaient établi la confiance. Hein. Si on avait débarqué dans le quartier de Noé-Belzins en disant venez, on va parler de futur, ça ne serait pas passé comme ça. Mais ces groupes, ces associations, ces collectifs, etc., ils existent partout. Et donc là, ces temps-ci, on est en train d'essayer de reproduire des choses, mais en allant un peu plus loin dans l'idée de distribuer des compétences, c'est-à-dire la capacité de remobiliser ça plus tard. Et on refait cette approche dans laquelle on va essayer de travailler toujours avec des gens qui ont construit une relation dans les quartiers en question et avec les populations en question. Je me demandais si, enfin, est-ce que d'abord il y a d'autres questions, parce que là j'ai toujours plein de questions à poser moi, mais allez-y. Hein. Ou remarques? Ouais, je veux bien. Bon, je trouve ça vraiment passionnant comme approche et effectivement indispensable pour embarquer. Enfin, c'est un enjeu qui, pour nous shifters, on a au quotidien et qu'honnêtement on ne sait pas résoudre, embarquer la population de façon large. Donc, je trouve ça vachement inspirant. Je me demande si l'angle choisi, qui est de se projeter dans un futur distant, alors j'entends bien ce que tu nous as expliqué avec le fait que le réchauffement climatique est déjà perçu aujourd'hui, mais là on fait penser à un 2050, donc un futur distant. On fait aussi travailler sur les questions de résilience, d'adaptation, est-ce que ça facilite les choses par rapport à ce qui aurait pu être plus présent, plus aujourd'hui, et avec ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est-à-dire les évolutions de mode de vie qui sont discuter, imposer ou enfin, avec toutes les nuances du spectre. Est-ce que ça facilite les choses, ces deux éléments de distance temporelle et d'adaptation résilience? Alors, d'une part, la distance temporelle, en fait, elle est pas très lourdement imposée. En fait, ce qui est surtout imposé, c'est la fiction. Donc, 2050, c'est une sorte d'autorisation. L'avantage de 2050, c'est que c'est à la fois suffisamment loin
pour qu'on puisse dire vraiment ce qu'on veut, et suffisamment proche pour qu'on se dise pas, sauf pour certains d'ailleurs qui l'ont dit quand même, pour qu'on se dise pas, c'est pas grave, de toute façon je serai mort, quoi. Mais sachant que d'ailleurs cette contrainte n'est pas très importante parce que des personnes relativement âgées qui participaient aux ateliers dans 2 des 3 territoires ont commencé par nous dire ça et ensuite ils sont allés à fond et ça fonctionnait très bien. Donc la question de l'adaptation, c'était la question posée dans ce contexte-là. L'important de poser des questions, c'est sur la question qu'on m'a posée, c'est de poser des questions auxquelles les gens puissent se relier. Donc, la question des modes de vie pourrait être posée. Donc, j'ai pas de réponse radicale à ce que tu dis, sauf que, à nouveau, on a fait des ateliers sur toutes sortes de sujets. Avec donc l'importance, en tout cas, de ce détour fictionnel qui nous fait sortir de ce modèle un peu constant qui est « Ok, mais c'est les problèmes, on va chercher des solutions, c'est quoi les solutions ?» Ça, c'est un truc pour experts, c'est un truc pour personnes qui sont capables justement de mobiliser ce type d'approche-là. Et donc, immédiatement, vous allez avoir plein de gens qui vont se fermer en disant « Bon, ok, on va laisser parler les experts. » Donc là, l'idée, c'est d'oser faire un détour par des choses dans lesquelles la vraisemblance, le réalisme n'ont pas d'importance et d'aller chercher des choses pour le présent à l'intérieur de ces créations. Mais si tu regardes le menu, par exemple, quand même, le fait que dans ce menu, il soit apparu évident qu'il n'y a pas de viande, c'est quand même pas un petit changement quand même. Donc, en fait, il y a plein de petites choses comme ça où, à nouveau, qu'il apparaisse évident qu'il y a toute une série de choses qu'on va faire ensemble localement, qu'on va être organisé pour répondre aux événements extrêmes, qu'on va être, etc. Donc, en réalité, derrière ces choses-là, il y a des ficelles à tirer qui peuvent aller assez loin. Et c'est ce type de choses qu'on va chercher. Ça fait pas tout, hein, ça fait pas un plan d'action en 10 points applicable directement. Mais ça met des choses en mouvement et ça les met en mouvement par les personnes. C'est-à-dire qu'au lieu de se faire dire « faut arrêter de manger de la viande, faut arrêter de faire ceci, cela », et on voit bien aujourd'hui quand même à quel point ça pose aujourd'hui problème puisqu'on peut faire de l'écologie un repoussoir, eh bien on fait venir beaucoup des mêmes sujets et des mêmes conclusions par les personnes elles-mêmes. C'est pas magique, hein, mais ça fait quand même. Enfin voilà, c'est pas nous qui leur avons dit on va pas mettre de viande quand même. Hein. On n'a pas du tout à leur dire ça. Tu veux dire que c'est d'eux-mêmes que c'est arrivé? Enfin, ah oui. Ah oui, ok. Mais justement parce que ils ont réfléchi à la problématique. Oui, mais alors d'où c'est venu, j'en sais rien. Ils n'ont pas fait une grande thèse sur le truc, hein, mais c'était, alors là en tout cas dans le groupe marseillais, c'était une sorte d'évidence. Bah non, il n'y a pas de viande. Et vraiment, d'où c'est venu, j'en sais rien, mais c'était assez surprenant, quoi. Est-ce qu'on pourrait penser que c'est justement la digestion, vu qu'on est dans l'alimentaire, de messages qui commencent à diffuser de plus en plus? Forcément, de toute façon, ça vient pas de nulle part. Non, oui. alors ce que je veux dire, je précise, l'absence de viande pourrait être aussi associée à un imaginaire de période contrainte, et c'est pas de viande par difficulté. Alors, c'est peut-être plus un raisonnement de Deuxième Guerre mondiale que j'ai là, alors que les populations étaient sûrement un peu plus jeunes, mais écoute, ça pourrait venir de ce côté-là aussi. J'en sais rien, mais de toute façon, les deux seront vrais, en l'occurrence. Donc, quel que soit le chemin, c'est pas forcément... Donc, c'est sans doute indissociable. Hein. On est à nouveau face à des populations pour lesquelles, de toute façon, l'idée de manger de la viande à tous les repas n'existe pas, puisqu'ils n'ont pas les moyens, ça, il n'y a pas de doute. Mais visiblement, quand même, le fait que la viande pose un problème était à peu près clair.
d'un point de vue écologique. Et donc, ce problème fait que d'ici 2050, c'est-à-dire après une certaine période, il est quand même vraiment probable que, bon, voilà, il n'y en aura plus. Alors, ce sera aussi parce que, de toute façon, peut-être parce que, par exemple, à Marseille, ils voyaient bien leur quartier comme étant un peu une enclave, à la fois d'une qualité de vie sociale, parce qu'il y a vraiment une proximité, il y avait une fierté d'habiter là, en fait, alors qu'il y a un habitat assez dégradé, tout ça. Et puis ils disent, bon, bah, au-dessus, il y a des voitures volantes, mais c'est pas pour nous. Voilà, autour, il y a des caméras, pour un peu voir si ce qu'on fout. Mais c'était un peu, bon, voilà, c'est comme Marseille aujourd'hui, mais avec de la techno en plus, quoi. Et donc, sans doute que dans certains quartiers, les gens continuent d'en manger un peu. Mais voilà, en tout cas, c'est dire que c'est présent, mais à nouveau, eux ne font pas la distinction entre le social et l'écologique. Et donc, c'est à la fois pas bien écologiquement, ils le savent, ils en sont conscients, et c'est de toute façon sans doute hors d'atteinte. Donc voilà. Moi, j'ai une question, mais est-ce qu'il y en a d'autres, des questions? Non. Vas-y, Léo, tu as l'air de t'as rapproché. Non, non, on a répondu à toutes mes questions. Je voulais juste dire merci et j'ai hâte de regarder le documentaire. Oui, si tu fais de la vidéo. Moi, je me demandais si c'était une aventure, c'était une première, c'est d'aller vers ces quartiers pour toi ou pour cette structure, ou est-ce que c'est une nouvelle étape dans un processus déjà long Alors pour nous, en tant que bon, d'abord, on n'est pas si vieux, hein, on a 7 ans, donc de toute façon, il n'y a pas de processus très long. Et c'était quand même une nouvelle étape, mais qui vient pas de nulle part. C'est-à-dire que l'Université de la pluralité, elle s'est créée autour d'abord de la pluralité des récits, mais très vite, la question les récits, il suffit pas qu'ils soient pluriels dans ce qu'ils racontent, mais de savoir qui est à l'origine des récits est devenue de plus en plus centrale. Aujourd'hui, elle est même carrément centrale dans ce qu'on fait, mais c'est un peu plutôt cette expérience qui a déclenché quelque chose pour nous, qui fait qu'aujourd'hui, on travaille à la fois sur les publics éloignés, sur la littératie des futurs, donc l'accès justement à un travail, des capacités de travail sur le futur pour des jeunes, voire des très jeunes. Donc tout ça, c'est devenu vraiment nos priorités, nos priorités absolues. C'était moins nouveau pour une personne qui est un peu centrale dans ce dispositif, qui est aussi la présidente de l'ASSO, qui s'appelle Katie Stewart, et qui, elle, est psychologue clinicienne, écrivaine de science-fiction, d'origine très populaire martiniquaise, et qui a vécu toute une série des conditions de discrimination sociale et raciale et tout ce qu'on veut, et qui a déjà pas mal travaillé, qui avait déjà pas mal travaillé dans des contextes de ce type-là, en atelier d'écriture de science-fiction ou d'autres choses. Donc voilà, ça nous a un peu permis d'avancer et d'éviter sans doute un certain nombre de grosses conneries, qui sont en gros des conneries de gentillesse un peu condescendante, quoi, ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on arrive en voulant le bien des gens, mais en les considérant quand même comme très différents de nous, ce qu'en réalité ils n'étaient pas. Voilà, tout simplement, pour le dire assez simplement. Et donc voilà. Mais donc c'est plutôt une première pour nous, mais loin d'être une dernière. Et donc le but, c'est vraiment d'abaisser la barrière au travail sur le futur. C'est vraiment autour de ça qu'aujourd'hui on se focalise. Je me demandais aussi si à travers tout ce travail, il y avait un aspect anthropologique ou pas du tout. Ça dépend, j'en sais rien. Non, pas vraiment, parce qu'on n'est pas là pour construire des connaissances à propos de gens qui, à nouveau, ne sont pas des populations, hein, au sens homogène. C'est des personnes qui habitent dans les mêmes villes et quartiers que nous, en tout cas pour les urbains parmi nous, puisque là, c'était un contexte très urbain. On aimerait bien en faire un dans un contexte moins urbain. Donc, non, je le dirais pas comme ça. Et puis, c'est bon,
on travaille toujours un peu à la lisière de la recherche, mais ce n'est pas vraiment de la recherche non plus. C'est une recherche-action sur laquelle, malgré tout, dans le rapport détaillé, on a décrit assez précisément tous nos enseignements, justement parce qu'on avait l'impression quand même que sur cette question de comment on travaille autour des nouveaux récits du futur, des questions écologiques, etc., auprès de populations qui, d'habitude, ne sont pas impliquées, on a quand même pas mal d'apprentissage, mais dont beaucoup sont pratiques, en fait, sur voilà, comment on peut essayer de s'y prendre, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on s'aperçoit qu'ils savent, en tout cas ceux qui étaient là, à nouveau, est-ce que ça a une valeur statistique absolue? Non. Donc, voilà, tout ce qu'on a pu apprendre dont on pensait qu'il était réutilisable, on l'a un peu décrit dans le rapport. Mais je ne dirais pas l'anthropologie. Pardon. Non, c'est moi, pardon. Il y a quelqu'un qui parlait. Ouais, une question. Qu'est-ce qui a fait que les structures par lesquelles, alors la structure relais par laquelle vous êtes passé, qu'est-ce qui les a intéressés dans le projet? Avez-vous essuyé des refus de la part de certaines? Est-ce que c'était le côté artistique? Est-ce que c'était le fond du thème? C'est probablement aussi l'ensemble et le fait que le projet était bien construit, mais non, mais les éléments déclencheurs. Ouais. Il y a eu des refus, pas tellement sur dont ça ne nous intéresse pas du tout. C'est souvent que, en fait, quand on est une asso qui travaille dans ce contexte-là, on est une asso, donc on rame. On est une asso qui travaille dans le social, donc on rame au carré. Et en même temps, pour pas ramer, on accumule les projets. Donc en fait, on a énormément de boulot. Et on est face à des publics qui eux-mêmes sont en fait, contrairement à ce que souvent on entend, hyper sollicités sur leur temps. Ils ont à la fois justement des projets, ils font des ateliers, ils ont une administration qui les sollicite pour plein de trucs. Donc ils ont des rendez-vous à la préfecture, des cours de français, des cours de ceci, des checks à Pôle emploi, des machins, etc. Et donc en fait, il y a des gens qui nous disent « Attends, non, là, nous, notre groupe, enfin, ou nos groupes, ils sont déjà sur 10 projets, je ne peux pas leur demander un truc de plus, ou nous, on ne peut pas s'engager dans un truc de plus, on n'en peut plus, etc. » C'était beaucoup ça. Et ça, c'est un vrai contexte aujourd'hui, une espèce de toute façon, voilà, on a dumpé une bonne partie de l'action sociale et de proximité sur les assos, et donc elles sont un peu sous l'eau, mais c'est plutôt ça qu'on a eu comme plutôt des questions de bande passante en général qu'on a eu comme retour. Okay. Et on continue là. Alors on n'est pas absolument les seuls avec cette approche un petit peu, mais on n'est pas vraiment les seuls non plus quand même à travailler là-dessus. Donc il y a des banlieues climat, il y a un groupe assez passionnant qui a fait des enquêtes. Et avec lesquels on devrait pouvoir travailler, mais à nouveau, il faut qu'ils arrivent à en trouver le temps, qui s'appelle Get Up, comme Ghetto Up, qui ont fait une très belle enquête sur justement les jeunes des banlieues et le climat. Donc il y a une vraie disponibilité d'esprit, et il y a un problème de dispo de temps et de moyens, plutôt. Trop bien. Je me demandais si toi, tu étais d'abord dans le social ou d'abord dans les lettres et les récits, à titre personnel? Ni l'un ni l'autre. Moi, j'étais d'abord dans le numérique, en fait. Moi, j'ai commencé à bosser il y a fort longtemps en créant une boîte qui était une agence qui concevait des services interactifs sur un truc, oui, certains d'entre eux l'avaient connu, d'autres peut-être dans les armoires de vos parents, qui s'appelait le Minitel. Donc voilà, j'ai commencé par ça, après des études d'éco, comme quoi rien à voir avec rien, comme ça c'est simple. Et ensuite, j'ai créé, au début des années, enfin en 2000, donc avant c'était des boîtes à but lucratif, et au début 2000, j'ai créé un think et do tank, comme on dit, qui s'appelait la FIM, Fondation Internet Nouvelle Génération, qui a un peu travaillé d'ailleurs avec le Shift au tout début du travail du Shift sur numérique et écologie. Tu dis que ça s'appelait comment? FING, F-I-N-G,
.org, qui aujourd'hui n'existe plus. Moi, je l'ai quitté en 2017, ça s'est arrêté en 2022, je crois, oui, 22. Et donc, voilà, qui était un peu l'un des endroits qui a lancé en France ce qu'on appelle un peu aujourd'hui le sujet des humanités numériques, donc le croisement entre sciences sociales, questions d'innovation, questions de technologie. Et donc, c'est justement au terme de ce travail qu'on avait lancé sur numérique et écologie que j'ai croisé la question des imaginaires et que j'ai décidé qu'il fallait que je continue là-dessus, que j'apprenais plus assez de choses sur le numérique. Bon, voilà. Mais donc, oui, quelque part, voilà, le caractère systémique des questions s'est imposé petit à petit en partant de l'économie pour aller vers des questions à voie technologique et d'entreprise, puisque nos clients étaient des entreprises quand je faisais des services interactifs, jusqu'à des questions plutôt sociologiques et sociales ensuite, et en s'apercevant que le plus intéressant, c'était de les mélanger un peu toutes, et que c'était un peu là qu'était le cœur du réacteur. Donc, c'est ce qu'on continue. Ah ouais, super. Waouh, quel parcours. Ah ouais, ça fait une vision vaste de la société, quoi, de l'économie au social. Franchement, un grand merci pour toute cette présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent, les amis shifters? Moi, j'avais des questions plus sur l'ouverture. Donc, qu'est-ce qui t'a amené vers le monde de l'entreprise pour les nouveaux projets? Sur le futur des entreprises? Ouais, c'est ça, ouais, les jeunes entreprises et les. Ouais, j'ai un peu regardé entre-temps. Ouais. Alors ça, c'est une histoire curieuse en fait. C'était au tout début d'abord du Plus, donc en 2000. Je crois que c'était même avant que l'organisation existe. Donc en courant 2018, il y a le groupe La Poste, on peut le dire maintenant, c'était suffisamment ancien, qui était allé voir Futurible, un peu l'institution un peu classique de la prospective française, que j'aime bien, hein, je suis dans leur CA, mais pour leur dire on aimerait bien une prospective de l'entreprise, mais non pas de nous, entreprise, mais de notre marché entreprise, qui est quand même très important pour La Poste. Et à l'époque, Futurible ne connaissait pas trop les boîtes, donc ils ont dit allez voir Kaplan, peut-être qu'il aura des trucs. Et donc on s'est vu, il n'y avait pas un gros budget, je me suis dit c'est pas grave, j'ai qu'à aller chercher des boulots un peu partout dans le monde sur le futur des entreprises, puis on va rassembler des choses, et on va les faire bosser à partir de ça. Et la surprise, il n'y a pas de travail de prospective sur l'objet entreprise, nulle part dans le monde. Il y a plein de choses sur le travail, mais sur l'entreprise, qui pourtant est un truc qui a une histoire, c'est-à-dire les entreprises d'aujourd'hui, elles n'ont rien à voir avec ce que c'était qu'une entreprise il y a 150 ans. Hein. Il n'y a même pas si loin que ça toute une série de domaines dans lesquels créer une entreprise, il fallait prouver que c'était nécessaire et qu'il n'y avait pas vraiment d'autres moyens que créer une entreprise privée pour le faire, quoi. Alors que maintenant, c'est plutôt le contraire, c'est ne pas faire par une entreprise, il faut vraiment démontrer que... et donc c'était vraiment une grosse surprise. Et donc à ce moment-là, on a eu envie de se dire, faisons le premier boulot de prospective dont l'entreprise soit le sujet central, mais faisons-le à notre manière. Et donc on a fait un premier test, un peu avec le même type de déroulement, les 4 étapes, pas tout à fait évidemment la même chose à l'intérieur, mais la même idée que, en tout cas, la moitié du processus, on livrait les clés à... Là, c'était que des écrivains, des écrivaines de science-fiction qui faisaient produire les groupes. Et donc, on a réussi, sur un peu plus de 2 ans, à réunir 12 groupes d'une douzaine de personnes, le tout, donc à peu près 140 personnes, d'une quarantaine de boîtes, qui ont imaginé 12 entreprises fictionnelles de 2050, lesquelles ont été ensuite illustrées par des étudiants et étudiantes de la aide de Genève, qui se sont saisis des archétypes avec toute liberté, donc des archétypes des entreprises. Donc s'ils ne l'aimaient pas, ils pouvaient faire des dessins horribles, ils avaient le droit. Et de ça, parce que ça crée des histoires qui sont quand même des assemblages de production par des personnes dont c'est pas l'habitude de créer. C'est pas mal, mais c'est quand même pas si... Et ça peut être assez long. Ils ont quand même une journée entière pour écrire à une douzaine de personnes.
Donc, c'est pas si facile d'accès, et donc on a fait un travail on en a créé des 10 archétypes, avec l'idée de dire, on n'est pas en train de raconter ce que sera l'entreprise de demain, c'est pas du tout l'objet de la prospective en général, mais encore moins là, ni même de faire une cartographie exhaustive, pas des scénarios, c'est vraiment des archétypes au sens, c'est des points de départ pour une conversation sur ce qui pourrait changer dans l'entreprise. Et ça sert un peu comme ça, c'est-à-dire c'est un peu utilisé dans quelques écoles de management, surtout à l'EM Lyon, parce qu'ils ont ce parcours obligatoire de prospective pour aujourd'hui tous les étudiants et les étudiantes. Et puis on s'en est servi parfois dans des réseaux d'entreprises, au CGD ou à d'autres endroits pour enclencher des réflexions sur comment l'entreprise pourrait changer de manière un peu radicale. Mais le point de départ, c'est ça, c'est cette surprise incroyable en disant, mais comment se fait-il que l'entreprise ne soit pas un sujet de la prospective? Alors, il y a plein de bonnes raisons sur lesquelles on pourrait revenir, mais ça nous amènerait trop loin. Pas de bonnes raisons, plein de mauvaises raisons, mais plein d'explications. Ça répond à peu près à ta question? Super bien. Ouais, il est super ce projet, hein. C'est vrai que c'est super intéressant. Ouais. J'ai un peu feuilleté, c'est vrai que... Oui, on s'est bien amusé en tout cas. Donc, comme vous voyez, donc ça, j'insiste sur ça. Hein, tout ça, c'est du Creative Commons, et donc c'est fait pour servir. On aime encore mieux quand on nous cite et quand on nous le dit, pour nous dire comment c'est servi et voilà ce que ça fait. Mais c'est fait pour ça. Est-ce que sur chaque projet, tu as la boîte à outils, les méthodes et les supports que vous avez utilisés, c'est ça? Plus ou moins formalisé, parce qu'on a plus ou moins le temps, mais ici, pas mal, oui. Ici, on l'a vraiment mis en forme. Sur Citadin, Citadine, un peu moins, mais on a quand même pas mal d'écrits de choses dans le rapport. On essaye quand même le plus possible de documenter les méthodes. Parfois, on le fait directement en lien avec le projet, et puis comme de plus en plus, on travaille sur l'idée de dire, au fond, nous, on pense que le futur, c'est d'abord une compétence, c'est pas un récit qu'on fait sur le futur pour entraîner les gens ou quoi que ce soit, c'est d'abord quelque chose qu'il faut que les personnes en tant que telles ou les collectifs soient capables de mobiliser par elles-mêmes. Donc, on est en train de formaliser, de rassembler un peu nos outils. Pour le moment, c'est en anglais, mais il y a dans un projet qui s'appelle Future is Now, qui est aussi sur le site, une boîte à outils, d'outils de littératie des futurs, dont certains sont des outils prospectifs assez simples, enfin assez classiques plutôt, et d'autres moins, et qu'on va encore retravailler pour le rendre le plus accessible possible. C'est-à-dire pour sortir. Aujourd'hui, la prospective, c'est associé souvent à des méthodes assez complexes, assez parfois difficiles d'accès, ou quand elles ne le sont pas, elles sont tellement nombreuses qu'on ne sait jamais trop les mobiliser ou comment faire. Et nous, on essaie de dire, en fait, c'est inutilement complexe, il n'y a pas besoin de tout ça. Normalement, n'importe quel gamin devrait être capable de faire un travail, non pas de prospectivisme, mais un travail conscient sur le futur, pour simplement sa vie ou sa capacité à discuter avec les autres, à argumenter, et on pense que ça ferait beaucoup de bien, y compris à nos démocraties. Ouais, carrément, t'as raison. Mais quel boulot! Ça. On demandera conseil, est-ce qu'on va organiser un événement autour de la prospective et la richesse autour de ça, donc je pense que c'est plus intéressant de rester autour là-dessus. Avec plaisir. Oui, c'est un projet qui s'appelle Être riche en 2074. Ok. Qui correspondra aux 100 ans de la création du... Ah, je sais pas, je cherche le nom, toi tu sais, Léo. L'ancêtre de l'ADEME, donc c'était l'Agence des économies d'énergie, je crois. Okay. Ouais, c'est ça. À qui on doit, en France on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ah ouais, okay. Ça fera les 100 ans. Et du coup, on sera sans doute dans d'autres difficultés vis-à-vis du pétrole. Parce que ça, c'était le lendemain de la première crise pétrolière, mais on se dit que 2074, c'est autrement intéressant. Et être riche en 2074, l'idée, c'est d'essayer de rassembler des économistes, des sociologues, des romanciers,
sociologues, plein de gens. Les historiens, ouais, c'est ça, vraiment, ça dépeindre un tableau assez large. Puis même, on voulait aussi peut-être s'associer au CT Santé, qui était aussi assez important pour l'idée, parce que la richesse aussi, la santé, ils étaient en mode un peu oui. Ah oui, oui, c'est toujours prêt à en parler, c'est un beau sujet. Ouais. Je sais pas si je t'avais dit, c'est Ariel Kiriou qui nous avait parlé de toi. C'est comme ça qu'on est arrivé à toi. On se connaît bien, oui. Ouais. Il avait participé à certaines aventures citadines, c'est ça? Ou pas du tout? Non, Ariel, ça l'a intéressé, donc il en a parlé dans son dernier ou avant-dernier bouquin, parce que j'avais un peu perdu le compte. C'est ça. Mais Ariel, il s'intéresse maintenant plus que nous, il s'intéresse plus aux résultats des travaux de fiction. Moi, je crois moins maintenant. C'est un copain, je respecte beaucoup son travail, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi comme personne. Aujourd'hui, je crois un peu moins à l'intérêt de faire de la glose sur l'existence, sur qu'est-ce qu'il y a dans les histoires de SF ou dans les films. C'est pas inintéressant, mais je crois moins à l'influence de ces choses-là. Au fond, il y a une telle abondance de contenus qui sont déversés en permanence sur les gens que l'idée que tel ou tel contenu est une influence majeure sur la pensée, la manière sur l'imaginaire d'une population, j'ai du mal un peu à y croire, et c'est pour ça que quelque part je pense que de travailler à la pratique et à la capacité à formuler des futurs et éventuellement à la capacité à rentrer dans les futurs. Un des trucs sur lesquels on a un tout petit peu travaillé ensemble avec Ariel au tout début, c'est un truc qui s'appelle le jeu Narratopia, qui est aussi sur le site, qui est un jeu de cartes, où on s'est dit, en fait, l'un des problèmes justement pour recevoir des récits et dans cette idée qu'il faut des récits, par exemple, positifs, entraînants, etc., parce que ça va faire des choses aux gens auxquels on a un peu du mal à croire, mais c'est aussi parce que c'est pas évident, une fois que j'ai vu un film, j'ai vu le film, j'ai vu l'histoire. Alors évidemment, on sait que chaque roman existe en autant d'exemplaires ou de versions que de lecteurs, parce que chacun fait son chemin, mais néanmoins. Donc ce jeu, il sert en fait à rentrer dans une histoire et en faire quelque chose. Donc c'est juste 2 cartes, un tirage aléatoire de 2 cartes, dans lequel on dit, dans cette histoire, il y a, il faudrait que j'en prenne un exemple, mais sinon vous l'avez quelque part, mais il y a... To make the transitions we need to live on this planet imaginable, therefore possible. Narratopias is an invitation to embark on a collective search for narratives and turn them into seeds of concrete change. Qu'est-ce qui fait parler Chloé? Donc il y a une institution qui vous donne envie d'avoir 15 ans à nouveau. Voilà, c'est des tirages complètement aléatoires, des trucs un peu bizarres. Et en fait, c'est des choses qui vont très vite, mais qui font que petit à petit, on peuple l'univers qui a été créé par quelqu'un d'autre. Ça peut être un scénario très sérieux, ça peut être une histoire. Et ça, c'est vraiment sympa. Ça fait vraiment des choses dans des ateliers qui sont très sympas. Et qui, justement, un petit peu mettent les gens en position de nouveau de pouvoir dire, OK, bon, c'est une histoire, mais j'arrive à trouver ma place et à me raconter un peu dans ce futur-là qui est un peu pour nous une condition pour que, justement, tout cet appel à des nouveaux récits produise quelque chose. C'est Octavia Butler, qui est une écrivaine de science-fiction décédée il y a une quinzaine d'années maintenant, qui avait dit You have to write yourself into the story. Il faut que vous puissiez vous écrire à l'intérieur de l'histoire. Et donc, c'est ça qu'on essaie de faire. Comment tu dis qu'elle s'appelait? Octavia Butler. Des choses très intéressantes, très puissantes. You have to write yourself into the... Non. Into ou in history, je ne sais plus exactement comment. Quel est. Okay, génial. Très bien. On arrive déjà au bout de l'heure. Je ne sais pas si ça vous va, mais peut-être qu'on peut dire qu'on arrête là pour ce soir, histoire que le replay soit pas trop long pour ceux qui voudront le visionner. Et du coup, un grand merci encore, Daniel, pour ce temps. Merci de l'invitation.
Et merci surtout et bravo surtout pour tout ça. Hein. C'est passionnant. Vraiment, c'est génial. Ça donne envie de suivre ça de près. Voire d'en mettre. Ça nous passionne. Non, c'est trop bien. Et puis, du coup, à très bientôt, j'espère. Et puis, bonne soirée à tous. Eh bien, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.